Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur DOB2. Donc c'est la suite sur l'approche statique du contrat. Donc toujours dans le premier syllabus aux pages 47 à 91. Et donc cette vidéo, et donc la suite, il va traiter d'un objet possible, licite et déterminé ou déterminable et d'une cause licite. Concernant la théorie des nullités, elle sera reprise dans une autre vidéo. Et ce sera pareil pour l'équilibre du contrat où les clauses abusives auront une vidéo rien qu'à elles, vu la densité de la matière. Tout d'abord, donc, un objet possible licite est déterminé ou alors déterminable, c'est ce dont tout contrat a besoin pour être valablement formé. C'est donc à envisager sous différents angles. Donc, un contrat, il n'a d'autre objet que de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Le contrat, donc, l'objet du contrat est visé donc aux articles 1108 et 1126 à 1128. Et donc 1108, c'est la reprise des 4 conditions, le fameux article qui est repris depuis le début. Donc marquez-le bien, celui-là est relativement important, surtout que ce sont donc les conditions pour que le contrat soit valablement formé. Ensuite, au niveau de 1126 à 1128, donc c'est tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. 1127 nous dit que le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat. Et 1128, quant à lui, nous dit il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. Et donc, c'est dans la section 3 concernant simplement l'objet et la matière des contrats. Donc, c'est bien précisé ici si jamais vous l'oubliez et vous vous perdez. Au niveau de tout ce qui est obligation, dans ce cas-ci, ce sera 1129 à 1130. À bien distinguer donc que l'objet n'est pas forcément, l'objet du contrat n'est pas forcément l'objet de l'obligation même. Et donc 1129 nous dit qu'il faut que l'obligation ait pour objet une chose, au moins déterminée quant à son espèce. La quantité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée. Et 1130, les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. Et donc cela nous mène à ces caractéristiques de l'objet. Donc tout d'abord, ça doit être un objet qui est déterminé ou alors déterminable. Ce qu'on entend par là, c'est qu'un contrat sans objet déterminé n'est qu'une apparence. Il est vraiment dépourvu de toute force obligatoire. L'objet doit donc être déterminé quant à son espèce et déterminable quant à sa quotité. Donc c'est 1129 alinéa 1. Au niveau donc de la chose future, comme précisé dans 1130, un objet donc peut être déterminé sans exister au moment même de la conclusion du contrat. Les choses futures, donc visées à 1130 alinéa 1 du Code civil, sont nécessairement sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa 2, du moment qu'elle est déterminée ou alors déterminable, et donc qu'elle répond aux conditions concernant l'objet des obligations. Il n'est donc pas nécessaire que la quotité de l'obligation soit déterminée à l'avance du moment qu'elle est déterminable, et donc ne serait pas déterminable l'objet de l'obligation qui serait laissé à l'entière discrétion des parties. On peut aussi, comme on l'a vu en droit romain, confier à un tiers le soin de déterminer l'objet d'un contrat. Ensuite, donc, l'objet doit être possible, dans le sens où les prestations promises doivent vraiment être possibles au moment de la formation du contrat, faute de quoi il sera donc nul. Donc il ne faut pas oublier qu'un objet déterminé ou déterminable, si jamais il n'y en a pas, il n'y a pas de force obligatoire. Et dans le cas où l'objet n'est pas possible, le contrat est donc considéré comme nul. Parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Il faut distinguer cette question d'une impossibilité d'exécution qui va intervenir en fait en cours de contrat suite par exemple à une force majeure. Et il faut aussi qu'il s'agisse d'une impossibilité absolue et non relative. Donc celui qui s'engage à réaliser une prestation au-dessus de ses forces, ou alors de son talent, reste obligé, pour autant que le fait promis ne soit pas impossible en soi, puisque l'impossibilité de l'objet ne se posera que de manière exceptionnelle. Et donc l'objet, c'est vraiment un corps certain. L'impossibilité absolue d'exécuter l'obligation va résulter de l'inexistence de la chose. Troisièmement, l'objet doit être licite, c'est-à-dire qu'il doit être conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et donc on reprend à nouveau cet article 2 du Code civil. Et donc c'est même précisé dans un arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2021. Encore très récent.
Et donc la licéité, elle va vraiment s'apprécier au moment de la conclusion du contrat. Donc c'est ce qui se diffère donc, de la formation reprise dans les autres conditions. C'est vraiment une exception au principe de l'autonomie de la volonté. Et donc pour rappel, ce principe de l'autonomie de la volonté, c'est vraiment un principe selon lequel tout individu est donc libre de donner à ses engagements l'objet qui lui convient. Cependant, donc, certains contrats ne peuvent être tolérés parce qu'ils vont porter atteinte donc, à l'ordre public ou bien aux bonnes mœurs. Et donc l'illicéité, c'est très dur, peut se situer au niveau de l'obligation. C'est par exemple se prostituer, tuer quelqu'un. Parfois, ça va s'attacher à la prestation. Et donc pour cela, c'est une application spécifique du principe de 1128 lorsque l'objet est juridiquement hors du commerce. Et enfin, donc, on a repris les 3 conditions. Que se passe-t-il donc si l'objet vient à disparaître? Si l'objet disparaît, c'est la caducité du contrat. C'est donc une cause de dissolution spécifique des contrats qui, pouvant être invoquée par le responsable de la disparition de l'objet, ne se confond pas avec la résolution. Et donc toutes les conditions évoquées doivent être réunies au moment de la formation du contrat pour qu'il soit donc valablement formé. Mais si postérieurement à la formation du contrat, l'objet vient à périr, donc ce contrat sera considéré comme caduc. Donc pour rappel, la caducité, c'est bien le mode de dissolution d'un contrat valablement formé par suite de la disparition en cours d'exécution d'un des éléments essentiels du contrat. Donc ici l'objet, mais ça peut être le cas échéant une cause. Le concept de caducité est donc repris dans un arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 1980 où elle a été adoptée par la jurisprudence. Et c'est seulement par un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2014 qu'elle va devenir un principe général de droit. C'est un mode de dissolution qui ne va pas agir avec effet rétroactif, comme c'est en principe le cas donc, de la résolution pour une exécution fautive. La dissolution, en fait, elle va sortir ses effets à partir du moment où la poursuite de l'exécution du contrat est donc devenue matériellement impossible. En cas de dissolution partielle, le lien obligatoire va cependant rester présent, donc il va subsister pour le reste. Si la disparition de l'objet du contrat peut être attribuée à la faute d'une des parties, celle-ci, elle va engager donc, sa responsabilité contractuelle indépendamment donc, de la caducité. La sanction, donc si l'objet n'est pas donc, respecté, n'est pas possible, est illicite ou n'est pas déterminé ou bien déterminable, c'est donc une nullité soit relative, soit absolue. Si l'on considère donc que l'objet du contrat est un élément essentiel dont la détermination intéresse l'ordre public, le défaut d'objet, donc l'objet impossible ou bien l'objet indéterminé ou indéterminable, va donc donner lieu à une nullité absolue. Et dans ce cas-ci, donc il faut bien retenir le principe de la théorie des nullités que je verrai dans une autre vidéo si jamais c'est pas très clair. Quand cela intéresse l'ordre public, la nullité qui va frapper un acte juridique est donc considérée comme absolue, ce qui fait que le contrat va donc disparaître. Et donc dans le cas où c'est juste les intérêts privés qui sont en jeu, ça va seulement être une nullité qui est relative, et donc ça va être par exemple juste une clause du contrat qui va être frappée de nullité, mais le contrat va subsister malgré tout. Et donc c'est vraiment ce qui prévaut en droit belge malgré que ça ne fasse pas l'unanimité. La dernière condition, c'est donc cette cause licite. Et donc toute obligation doit avoir une cause, ça va donc répondre à court débitor. À défaut, donc, elle ne peut produire aucun effet de droit, ce qui fait donc qu'elle sera considérée comme nulle. C'est 1131 du Code civil, donc dans la section 4 de la cause, qui nous dit que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Et donc c'est l'absence de cause, mais l'existence va suffire, et c'est repris à 1132. La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée. La présomption réfragable, la présomption est en fait réfragable au niveau de l'existence de la cause. Il ne faut pas oublier aussi qu'on ne s'engage pas dans des liens contractuels pour le plaisir de se sentir obligé envers une autre personne. C'est vraiment en considération d'un objectif. Cette cause, elle a donc deux conceptions. Une conception objective et une qui est subjective. Concernant la conception objective, c'est vraiment issu de la théorie classique de la cause qui sera développée par Domat et Pottier.
Et donc ça va considérer à envisager la cause comme un mobile abstrait, toujours le même type selon le type de... Je recommence, désolé. Envisager la cause comme un mobile abstrait qui sera toujours le même selon le type de contrat envisagé. Et donc dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chacune des parties va trouver sa cause donc dans la contrepartie qui est due par son co-contractant. Dans les contrats réels, l'un des co-contractants est tenu envers l'autre parce qu'une chose lui a été confiée, ce qui fait que la remise de cette chose, c'est donc la cause de l'obligation de restitution. Et dans les contrats à titre gratuit, la cause de l'obligation sera donc cette intention libérale, l'animus donendi, de celui qui s'oblige. Donc bien différencier les contrats synallagmatiques réels et à titre gratuit au niveau de cette conception. Ne pas oublier de bien les revoir ces différents contrats parce qu'ils sont extrêmement importants vu que différents régimes s'appliquent en fonction, je le répète, notamment concernant les contrats into personae. Au niveau de la cause subjective, puisque la cause objective était très critiquée, ils en ont donc fait une subjective qui, elle, a été créée par Van Ommenslag, qui va rejoindre une partie critique anti-causaliste. Et donc elle est excessive au point d'en exclure radicalement l'inutilité de la notion de la cause. Et donc tout mobile ne saurait être pris en compte sous peine de menacer la sécurité juridique. Ce sont vraiment seuls les motifs déterminants qui vont constituer la cause du contrat. Et on ne va pas prendre les mobiles accessoires. Et encore, ne seront-ils retenus que dans la mesure où ils seraient rentrés dans le champ contractuel. Et donc les mobiles déterminants, que se passe-t-il si jamais donc, il y a une disparition de la cause, par exemple? Et donc ces mobiles déterminants, ils sont tantôt objectifs, donc ils agissent, donc il s'agit de démontrer une absence de cause ou une fausse cause, ou alors tantôt ils sont subjectifs, c'est lorsqu'il est question d'apprécier le caractère illicite de la cause, étant entendu que si les mobiles sont illicites, la cause en elle-même sera illicite et donc le contrat sera nul. 1131 a une définition qui n'est pas très uniforme au niveau de la notion de cause. Et donc il y a différents arrêts qui vont être repris, que je vous invite donc à aller voir dans le syllabus. Donc c'est l'arrêt du 14 mars 2008, du 14 janvier 2013, du 7 mai 2020 et du 3 septembre 2021, ainsi que donc le 22 janvier 2021. Très rapidement, le 14 mars 2008, la Cour de cassation va définir la cause comme incluant les mobiles déterminants donc, de chaque partie. Elle va rejoindre en fait une conception moniste qu'aura Van Ommenslag. Celle de 2013, elle revient donc sur la conception objective. Celle du 7 mai 2020, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va être en faveur de la conception subjective, donc ils vont vraiment être indécis. Et donc la Cour de cassation, elle ne va pas se satisfaire du seul mobile unilatéral, ce qui fait que la convention est donc composée des motifs déterminants qui ont amené chaque partie à conclure la convention et qui étaient connus ou devaient être connus de l'autre partie. Et concernant le 22 janvier 2021, ce dernier arrêt, c'est qu'un contrat a une cause illicite lorsque la fraude fiscale est au moins l'un des motifs déterminants des parties, par exemple. Le projet de réforme du Code civil, lui, il ne requiert pas en fait que les mobiles illicites soient connus ou alors partagés par l'autre partie. Au niveau de la cause licite, donc il y a cette absence de cause, cette fausse cause et donc cette cause illicite qui sont donc visées à 1131 du Code civil. Et donc au niveau de l'absence de cause, c'est que tout acte doit en principe être pourvu d'une cause, ce qui fait que si jamais il n'y en a pas, l'acte juridique donc n'aura pas d'effet, il n'aura pas de force obligatoire, comme pour l'objet. Cela ne signifie cependant pas que la cause doit être exprimée dans le contrat, il suffit vraiment qu'elle existe. Il y a un problème d'absence de cause qui sera donc indépendant de savoir si la cause est exprimée dans l'acte ou non. Et l'obligation est donc présumée avoir une cause, ce qui fait donc que c'est une présomption réfragable pour la Cour de cassation, ce qui fait que aussi cela entraîne que la preuve négative est donc difficile à rapporter. Un contrat qui est dépourvu de cause lorsque l'obligation née n'a pas de raison d'être, cette raison d'être en fait elle va être fondée sur à peu près aucun mobile déterminant ou sur aucune contrepartie, ce qui va entraîner que l'absence de cause va résulter souvent d'une erreur sur la cause.
et l'absence de cause, donc d'une caractéristique essentielle à la catégorie des contrats visés. Donc dans ce cas-ci, ce sera une cause catégorique. Elle pourra être rectifiée lors de la requalification du contrat si bien entendu les parties sont d'accord pour réunir donc les caractéristiques d'un autre type de contrat. À défaut, à nouveau, elle sera donc annulée pour absence de cause, d'où le fait de bien faire attention donc à ces classifications de contrats puisqu'elles reviennent vraiment durant tout le cours. Au niveau de la disparition de la cause, donc de ces mobiles déterminants, c'est donc un arrêt du 21 janvier 2000. La règle, c'est que la disparition de la cause, postérieurement à la formation du contrat, pourrait entraîner la caducité de celui-ci. Ensuite, il y a donc cette fausse cause qu'on pourra différencier en fonction de si c'est une cause qui est erronée ou alors une cause simulée. Une cause erronée, c'est vraiment une erreur sur la cause qui va ramener à une erreur sur l'existence d'une contrepartie. Ça représente aussi donc le cas d'absence de cause qui va donc aussi entraîner une nullité. C'est bien à distinguer de l'erreur au niveau des vices de consentement. En fait, l'erreur de la cause qui est objective, c'est une simple constatation objective de l'absence de cause qui suffit à provoquer l'annulation du contrat. L'erreur au niveau du vice de consentement, le co-contractant il va devoir établir que les conditions en fait de cette erreur de vice de consentement sont réunies et notamment le caractère substantiel de celle-ci. Il y a donc dans cette conception subjective et uniforme de la cause un lien de parenté qui est certain. L'erreur de substance, elle va supposer donc qu'il y a une erreur sur un motif déterminant de la convention, donc sur sa cause, et la notion de cause, d'erreur cause, elle est plus large donc, que celle de l'erreur au niveau du vice de consentement, qui ne porte... En fait, l'erreur de la cause, elle est plus large dans le sens où elle ne va pas porter nécessairement sur la substance de la chose, mais également sur des motifs extérieurs à l'objet du contrat. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les distinguer. Au niveau de la cause simulée, c'est qui est contraire à l'apparence indiquée dans l'acte. Et donc la simulation en soi, elle n'est pas illicite. C'est pleinement valable lorsque l'obligation est fondée sur une autre cause qui va venir se substituer à une cause apparente, pourvu qu'elle soit réelle et donc non entachée d'illicéité. A l'inverse, il faut savoir qu'en l'absence de cause réelle, ou bien si la cause est illicite, eh bien, l'obligation est nulle et donc ne pourra pas avoir d'effet. À juste titre, une cause simulée n'est pas forcément une fausse cause, et c'est repris à 1131. L'obligation n'est nulle que dans les deux hypothèses qui sont donc indiquées. C'est donc l'absence de cause, la simulation totale, et donc une cause cachée qui est illicite. Il y a des exemples dans le syllabus, il me semble, que je n'ai pas repris ici, mais n'hésitez pas à aller voir. Je pense que c'était à la page 74. Au niveau de la cause illicite, elle est contraire donc toujours quand c'est illicite, c'est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, mais dans ce cas-ci, c'est aussi aux dispositions impératives. Et donc, c'est l'article 2 qu'on va reprendre, toujours du Code civil, 1131 et 1133. Et donc, la licéité, elle va s'apprécier au moment de la conclusion du contrat. Et contraire aux bonnes mœurs, tout comportement moralement inacceptable au regard des principes en vigueur dans une société déterminée à un moment déterminé. Et donc ces bonnes mœurs, c'est vraiment la facette morale de l'ordre public. Et aussi la question de la cause illicite va renvoyer en fait à cette cause subjective, puisque la cause ne se confond pas avec l'objet du contrat, et que le contrat peut avoir un objet parfaitement licite, mais avoir été conclu pour des motifs qui, eux, sont illicites. Et donc c'est l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2000. Très rapidement, j'ai refait donc un petit schéma qui reprend donc les deux précédentes, enfin la précédente vidéo et celle-ci au niveau de l'approche statique du contrat. Les quatre conditions y sont reprises avec à chaque fois ce qu'il y avait dedans, donc la capacité de contracter et ses incapacités. Je me suis vraiment pas attardée dessus parce que je pense pas que ce soit extrêmement important de les connaître. Par contre, au niveau des vices de consentement, je les ai repris extrêmement rapidement. Donc dans le cas d'une erreur, si c'est si c'est le co-contractant qui subit ce vice, qui est donc préjudicié, il ne pourra demander que des dommages et intérêts. Dans le cas où c'est l'ERANS qui arrive à prouver cette erreur, lui, il aura droit à des dommages et intérêts ou une annulation, mais il peut demander les deux. Au niveau du dol, donc il faut bien différencier ce dol principal et ce dol incident.
Pour rappel, donc le DOL principal, c'est celui qui a donc déterminé le consentement du co-contractant. En fait, sans ce DOL principal, le contrat n'aurait pas été conclu, alors que le DOL incident est un peu plus minime, c'est celui sans lequel la victime aurait quand même conclu le contrat, mais à des meilleures conditions. Et donc au niveau du DOL incident, c'est juste des dommages et intérêts. Et il est normal qu'au niveau du DOL principal, ce soit donc des dommages et intérêts et ou une annulation du contrat. Au niveau de la violence, dès que toutes les conditions sont prouvées, donc c'est soit des dommages et intérêts, soit une annulation, ou alors les deux. Et enfin, au niveau de la lésion, c'est donc la lésion simple ou alors la lésion qualifiée. Et dans ces cas-là, donc pour la lésion simple, il n'y a pas d'annulation, mais une récision. Et au niveau de la lésion qualifiée, c'est donc les dommages et intérêts, ou alors une annulation du contrat, ou alors une nullité relative. Ensuite, au niveau de l'objet possible, licite et déterminé ou déterminable, et donc si c'est possible, tant mieux, mais si ça ne l'est pas, c'est bien quand c'est seulement une impossibilité absolue. Il y a ensuite licite, illicite, donc contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Déterminé et déterminable, bien retenir que tout ce qui touche à l'ordre public entraîne une nullité absolue, et quand c'est un intérêt privé, c'est donc une nullité relative. Et dans le cas de la disparition d'un objet, le contrat sera donc considéré comme caduc. Au niveau de la cause licite, s'il y a une absence de cause, le contrat est annulé. Là, s'il y a une fausse cause, il faut donc bien distinguer la cause erronée de la cause simulée. La cause simulée, le contrat peut être valable, sauf si c'est une simulation totale. Et la cause erronée, dans ce cas-ci, le contrat est annulé. Et enfin, la cause illicite, donc si elle est contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, le contrat sera donc annulé. Les rectangles jaunes en général, c'est quand un contrat peut donc être annulé ou autre. C'est donc dans ces moments-là, c'est les parties les plus importantes vraiment, où c'est donc l'opposé de le contrat est valablement accompli. Personnellement, ce petit schéma m'a permis de bien retenir le cours, de voir vraiment le plus important pour bien distinguer quand est-ce que le contrat, quand il n'est pas valablement formé, mais qu'en est-il en fait de ce fameux contrat? Est-ce qu'il est annulé? Est-ce que c'est une nullité absolue ou relative? J'ai essayé de reprendre tout dedans, mais si jamais ce n'est pas assez complet pour vous, si vous posez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse vous éclairer dessus, voire compléter ce schéma. Comme pour la vidéo sur les principes directeurs au niveau des contrats, j'ai créé donc ce fameux WooClap. Pour le moment, il n'y a que 4 questions parce que j'en ai pas d'autres qui me sont venues. Mais en fonction des vidéos, à chaque fois, j'essaie de rajouter des questions et donc de bien traiter sur chaque chapitre ou titre important du syllabus afin d'aider à avoir en tête déjà la table des matières, d'où le fait que mes vidéos soient triées exactement dans l'ordre du syllabus. Et donc si vous avez des questions, des exemples de questions d'examen, des vrais ou faux, des QCM, peu importe, n'hésitez pas à me les donner pour qu'on puisse en faire vraiment un WooClap coopératif où chacun pourrait le remplir avec des exemples de questions. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et à une prochaine vidéo.